Je travaille sur un essai d'article, ça va être de la bombe. Je savais pas que t'écrivais. C'est quoi tes influences? Shakespeare, la bombasse qui a écrit Twilight. Attends, j'ai un petit sujet idéal pour te lancer. Il y a un gars qui prétend avoir percé le mystère du triangle des Bermudes. Dans 3 semaines, je reviens avec un papier carrément mortel. Faites tomber la bête! Allez! À l'aide. Je voulais un bracelet, pas une grosse bête poilue. Quoi? D'où êtes-vous? Du royaume de Manhattan. Vous êtes le président? Oui, d'ailleurs, on m'appelle le président beau gosse. Pour la première fois de sa vie, les gens ne le regardent pas de haut. Non, Gulliver, je suis ton père. Roi Théodore! Nous sommes plongés dans le récit de la vie de Gulliver. Je suis le roi du monde! Gulliver a fait de Lilliput un royaume abject et dévoyé qui lui ressemble. Gulliver, nous avons besoin de vous, vous êtes notre général! Les Bléfusiens attaquent! Allons vaincre ces ringards. Jack Black, Salut, salut, je viens en ami. À l'attaque! Je suis invincible. Les voyages de Gulliver. Le 23 février au cinéma, en 3D dans les salles équipées. Nous allons démarrer un nouveau chapitre intitulé Le voyage à Lilliput. C'est un texte qui a été écrit par Jonathan Swift. Notre problématique sera comment Swift, c'est-à-dire l'auteur, fait-il une critique de la société de son temps à travers ce conte. En fait, il faut savoir que le texte qu'on va étudier, Le voyage à Lilliput, c'est un extrait du livre Les voyages de Gulliver. Les voyages de Gulliver, c'est un livre qui a été écrit en 1726, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Dans la première séance, on va s'intéresser au renouveau du conte, puisque en fait notre auteur a révolutionné le genre du conte merveilleux. L'objectif, ça va être de comprendre comment et pourquoi Jonathan Swift transforme le genre du conte. Pour ce faire, on va s'appuyer essentiellement sur votre manuel, donc le manuel de français de 5e, page 268-269, et sur 2 autres vidéos. Vous avez déjà vu la première, puisque je vous ai mis la bande-annonce du film Les voyages de Gulliver, le film qui a été tourné récemment. Alors, dans votre classeur ou dans votre cahier, vous devrez écrire les éléments soulignés, c'est-à-dire le titre du chapitre, la problématique, le titre de la séance, l'objectif, ainsi que les supports. Pour les élèves n'ayant pas leur manuel à disposition, vous retrouverez sur le document, ce document-là, disponible dans votre ONT pour les élèves du Bel Air ou sur Google Classroom pour les élèves d'Henri Vallon. En cliquant sur ce lien-là, vous allez avoir accès à toutes les pages du manuel. Pour commencer cette séance, je vous propose de regarder la vidéo qui va suivre, qui va nous rappeler ce qu'est un conte merveilleux. Puisque dans cette première séance, le but c'est de voir pourquoi et comment Swift renouvelle le genre du conte. Mais il faut bien savoir à la base ce qu'est un conte. Donc pour ce faire, je vous propose de regarder la vidéo qui suit. Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre. Il était une fois le conte. Contes de fées, contes d'animaux, contes philosophiques, contes fantastiques, contes d'horreur, contes satiriques, contes licencieux. On n'en finirait pas de compter les types de contes, mais pour raconter l'essentiel, vous pouvez compter sur moi. Issus de la tradition populaire, les contes sont des récits généralement courts qui se transmettaient à l'origine de manière orale. À partir de la Renaissance, certaines de ces histoires très anciennes ont été collectées et transcrites par des écrivains. Vous connaissez, j'en suis certain, les frères Grimm, citoyens allemands, ou le français Charles Perrault, à qui l'on doit la formule magique « Il était une fois ». Il était une fois, mais quand? Personne ne sait. Et l'on ne sait pas non plus où se trouve ce pays imaginaire. L'univers des contes est indéterminé. Dommage,
Parce qu'il serait intéressant de découvrir cet endroit où l'on peut dormir 100 ans, où une paire de bottes vous permet à chaque pas de franchir 7 lieues, autrement dit 28 km, où un haricot est capable d'atteindre le ciel. Tout est possible dans un conte. Même les personnages ont un caractère invraisemblable. Ils sont simplifiés au point de se limiter à une seule caractéristique. Le prince est toujours charmant, la sorcière forcément méchante. La structure narrative n'est pas non plus très compliquée. Comprendre et retenir l'histoire relève ainsi du jeu d'enfant, même si les contes s'adressaient d'abord à tout le monde. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'on les destine surtout au jeune public. Cela permet de grandir en sagesse, grâce à la morale qui se dégage souvent des contes. Le petit chaperon rouge apprend qu'il ne faut pas désobéir à sa maman, ni parer à des inconnus. Mais saviez-vous que la version de Perrault se terminait sur la victoire du loup et s'adressait aux jeunes filles pour leur dire de se méfier des hommes? Après cette vidéo qui nous aura permis de nous rappeler ce qu'est un conte, nous allons maintenant passer au contexte historique. Pour ce faire, vous allez répondre aux questions qui se trouvent aux pages 268 et 269 de votre manuel. Je vais vous aider à étudier les documents. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve ici pour retrouver votre manuel. Voici maintenant dans le manuel. Alors, la première partie porte sur l'Europe moderne. Vous cliquez pour agrandir le texte. Dès le XVIIe siècle, l'Europe est traversée par de grandes crises qui vont modifier profondément son histoire. Certains États, comme la France ou l'Espagne, reposent sur un pouvoir royal très fort, la monarchie absolue. D'autres pays, notamment les Pays-Bas, se révoltent contre ce pouvoir autoritaire et instaurent la République. Les révolutions se multiplient et le jeu des alliances et des oppositions entre ces différents régimes politiques conduit à des guerres sanglantes entre les États. Ces conflits sont redoublés par la lutte parfois violente que se mènent entre eux, catholiques et protestants, depuis la Réforme. Nous allons maintenant nous intéresser à cette carte, qui va justement nous renseigner sur les différents conflits entre les différentes religions. La carte que vous voyez, page 268, représente la multiplicité des religions qui existent dans les différents royaumes européens au XVIe siècle. En violet, vous pouvez voir la religion catholique, qui est la religion majoritaire à cette époque dans les royaumes européens. Ensuite, on voit dans le royaume d'Angleterre et dans une partie du Saint-Empire que la religion majoritaire à cet endroit est la religion protestante. L'Empire de Russie, quant à lui, est orthodoxe. Le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie sont trois branches d'une même religion, le christianisme. Quand je parle de branches, je veux dire que c'est en fait une façon d'interpréter le texte religieux, c'est-à-dire qu'il y a différentes versions d'une même religion. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes appartiennent tous à la même religion, c'est-à-dire la religion chrétienne. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous pouvez voir à trois endroits, autour de Paris et en Allemagne, qu'il existe des conflits religieux. Ces conflits religieux sont entre les catholiques et les protestants, puisque le protestantisme commence à se développer aux environs de 1517, donc au début du XVIe siècle. Les catholiques qui sont majoritaires voient d'un mauvais œil le protestantisme qui commence à se développer et à séduire une partie de la population de l'époque, et les royaumes qui sont tous religieux, puisque les rois sont des rois catholiques, ne souhaitent pas qu'un pouvoir protestant se mette en place et puisse leur porter préjudice. C'est pour cela qu'il y a dans l'Europe, à de multiples endroits, des conflits religieux, notamment le massacre de la Saint-Barthélemy, que vous pouvez voir sur la carte juste au-dessous de Paris, et pendant lequel de nombreux protestants ont été massacrés. Maintenant, vous allez pouvoir répondre à ces trois questions. Citez un grand massacre des protestants par les catholiques et situez-le dans le temps. Deuxième question. Citez un monarque absolu français
et situer son règne dans le temps? Troisième question. En quelle année la Révolution française a-t-elle eu lieu? Nous allons maintenant nous intéresser à Jonathan Swift. Jonathan Swift, 1667-1745, écrivain irlandais et témoin des guerres que se livrent les pays européens. Alors, si je reprends ma carte, l'Irlande c'est ici, et donc on vous dit qu'il est témoin des guerres que se livrent les pays européens. Donc ça c'est Jonathan Swift. Ces événements violents développent chez lui de la méfiance vis-à-vis du pouvoir et le goût de la critique. Par ses écrits, Swift veut conduire ses contemporains à réfléchir sur les conséquences de l'intolérance, de la tyrannie et de la guerre. Pour cela, il choisit la forme du conte, afin de séduire le lecteur avec une histoire plaisante. J'écris le noble but d'instruire, d'améliorer le genre humain, dit-il. Ainsi, il publie le Conte du tonneau en 1704, puis les Voyages de Gulliver en 1726 sous le pseudonyme de Lemuel Gulliver. Vous allez devoir répondre à ces 3 questions. Quelle est la nationalité de Jonathan Swift? Citez 2 de ses œuvres. Quel but Swift se donne-t-il? Les nouvelles fonctions du conte. Le désir de plaire et d'instruire tout à la fois n'est pas nouveau. C'était déjà le projet de La Fontaine et de Perrault, dont les contes s'achèvent sur une morale. Mais Swift va plus loin. Avec ses récits, le conte atteint une portée critique nouvelle. À sa suite, de nombreux écrivains utilisent cette forme littéraire pour s'interroger sur les travers de la société et ceux qui nous gouvernent. Andersen, au XIXe siècle, avec certains de ses contes, puis Prévert et Grimaud, au XXe siècle, avec Le Roi et l'Oiseau, recourent toujours aux contes merveilleux pour interroger le pouvoir et la vie en société. Vous allez maintenant pouvoir répondre à ces 2 questions. Quel texte de La Fontaine connaissez-vous? Citez des contes de Perrault. Nous avons réalisé la 2e étape. Pour faire le bilan de la séance, répondez aux 2 questions. Première chose, qu'est-ce qu'un conte traditionnel? Puis, en quoi Jonathan Swift renouvelle-t-il le genre du conte? Pour ceux qui souhaitent continuer un peu de lecture, vous pourrez lire la 4e étape. Cette partie-là. C'est un petit résumé du texte. Voilà, nous avons maintenant fini les explications de la séance 1. Je vous souhaite bon courage pour réaliser toutes les activités.